Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le témoin avec lequel nous avons rendez-vous ce soir, c'est un homme de l'opposition portugaise. Il s'agit de Mário Soares. Mário Soares est le secrétaire général du Parti socialiste portugais. Il a subi la prison, la torture, la déportation. Il a lutté dans la clandestinité. 12 fois condamné, il a été détenu à la fameuse île de Sao Tomé. Aujourd'hui, c'est un homme qui est en exil, mais un exil de militant. Il est professeur à l'université de Vincennes et de la Sorbonne. Il est un des membres fondateurs du Parti socialiste portugais et à ce titre, il pourra très bien nous expliquer les différents mécanismes de l'opposition portugaise. Il est l'auteur d'un remarquable ouvrage qui est paru chez Calment Lévy et qui s'appelle « Le Portugal bâillonné ». Monsieur Soares, peut-on dire que, selon vous, au Portugal actuellement, il y a les signes d'une crise de régime ou d'une crise nationale? Je vous répondrai qu'il y a les deux. Il y a une crise nationale, il y a une crise de régime. La crise de régime aggrave la crise nationale. Mais quels sont les signes alors de la crise nationale? Bien, le Portugal doit se structurer d'une façon différente. Depuis des siècles, le Portugal, c'est un pays qui a fait une expansion dans l'Afrique, à l'Orient, même en Australie. Alors, il y a eu pendant des années un grand empire colonial. Maintenant, le temps de l'empire colonial est fini. Le Portugal doit revenir à l'Europe. Alors, il doit se restructurer pour subsister. Est-ce que cette crise, on la remarque aussi au niveau des corps constitués, je pense, au niveau de l'Église, au niveau de, disons, d'un certain capitalisme portugais? Ah oui, sûrement. Vous savez, l'Église a eu des grandes responsabilités dans l'avènement au pouvoir de Salazar et dans le régime fasciste portugais. Mais depuis quelques années, depuis 10 ans, l'Église a changé. Je ne dirais pas qu'elle a changé complètement de bord, mais l'Église est divisée, même au niveau de la hiérarchie, même au niveau de certains évêques. Alors l'Église est profondément divisée maintenant au Portugal et elle cherche à se démarquer du régime. Et dans les milieux d'affaires, dans les milieux du capitalisme? Oui, le capitalisme portugais a concentré toute la fortune dans la main de 9 ou 10 familles. Il y a une forte concentration de capital qui a été la conséquence du régime fasciste portugais et toutes ces années de dirigisme économique très rigide qui a été le corporativisme de Salazar et après de Caetano. Mais il y a des groupes économiques qui cherchent à se rapprocher de l'Europe et qui pensent que les choses doivent changer. Portugal est un pays européen, alors il est nécessaire pour eux de faire un effort d'industrialisation et de se rapprocher de la manière de voir et de travailler des Européens. D'ailleurs, comme vous le savez, les Portugais participent déjà dans le marché de travail de l'Europe parce qu'il y a 1,5 million de Portugais qui travaillent au dehors de son pays, en Europe, en conditions quelquefois très pénibles. D'autre part, l'arrivée au pouvoir du président Caetano a peut-être été pour ces milieux-là en particulier l'espoir d'un assouplissement du régime. Oui, lui-même, au moment de son arrivée au pouvoir, il a misé sur cela. Il a fait, disons, un pari. Il a parlé d'une certaine libéralisation qui était nécessaire, cette libéralisation qui était nécessaire, changer le style et démocratiser la société portugaise. Mais après, il n'a pas pu le faire, ou il n'a pas voulu le faire. Il y avait le problème de la guerre coloniale d'un côté, des abus de la classe dirigeante, il y avait des habitudes invétérées dans la société portugaise, et alors il n'a pas su ni voulu faire la transformation qui était nécessaire. Et tout ça s'est terminé dans une opération publicitaire. Maintenant, personne ne croit plus à M. Caetano ni à sa politique de libéralisation. Mais comment est-ce qu'on réagit dans l'opposition et surtout comment expliquer que, disons, la classe ouvrière paraît assez apathique? Bien, vous savez que la classe ouvrière ne peut pas s'organiser, ni s'organiser politiquement, ni dans le plan syndical.
parce que une des raisons d'être du régime fasciste, c'est justement de mettre au pas la classe ouvrière, ne la laisser pas bouger. Alors la grève est illégale au Portugal et les ouvriers ne peuvent pas s'organiser, alors ils ne peuvent pas non plus s'exprimer. C'est pour cela qu'on dit toujours qu'il y a une certaine apathie de la classe ouvrière. Je pense que ce n'est pas juste parce que les derniers mois, il y a eu énormément d'agitation sociale. Il y a eu un tas de grèves sauvages un peu partout dans les centres industriels du pays. Il y a eu des manifestations de rue dans lesquelles la classe ouvrière, les paysans, les petites bourgeoisies a réagi contre le haut du niveau de vie qui est énorme. Il y a une inflation galopante au Portugal, la plus grande de l'Europe, et qui ont protesté contre les conditions du régime. Bon, depuis un an, il existe un parti socialiste portugais. Comment va-t-il s'organiser pour agir à l'intérieur? Vous savez, tous les partis politiques sont illégaux au Portugal. Le seul parti, c'est le parti unique, c'est l'Action nationale populaire de M. Caetano. Il n'y existait pas, c'est vrai, un parti socialiste avant l'année dernière, mais il y avait quand même un mouvement socialiste qui s'appelait l'Action socialiste portugaise depuis 10 ans déjà. C'est un mouvement clandestin qui cherchait d'organiser le courant socialiste, si vous voulez. Depuis l'année dernière, il y a eu un congrès et ces camarades qui étaient déjà dans l'Action socialiste portugaise sont aussi vus entrer dans son groupement des catholiques de gauche qui sont socialistes et qui se réclament du socialisme démocratique, aussi des militants du mouvement syndical, légal et clandestin. Et tout cela a rassemblé une force et ça a constitué le Parti socialiste. C'est comme tel que le Parti socialiste s'est constitué. Le congrès constitutif, c'est un congrès clandestin qui a eu lieu à l'étranger du Portugal avec des représentants venus de l'intérieur du pays, parce que ce n'est pas un parti dans l'exil, c'est un parti qui existe effectivement dans le Portugal. Mais il ne peut pas s'exprimer ouvertement, parce qu'il n'a pas une existence légale. Mais il s'exprime, il est présent dans la vie nationale tous les jours, indirectement, par le travail de ces militants et par les protestations qu'organisent ces militants, tous les niveaux. Et je pense que d'autre part, alors à l'extérieur, il a beaucoup de contacts avec les émigrés. Oui, dans une première phase, nous avons pensé que le Parti socialiste portugais doit surtout faire un effort de travail d'organisation à l'intérieur du pays. Mais après que nous avons couvert toute la superficie du Portugal, nous pensions que nous devons aussi nous organiser à l'extérieur parce qu'il y a quand même 1,5 million de Portugais qui travaillent à l'extérieur du pays. Alors là, avec l'aide des partis socialistes frères et avec l'aide des syndicats démocratiques, nous sommes en train de donner une formation politique politique et syndicale aux travailleurs portugais et d'organiser notre parti à l'extérieur. Aussi, pour contacter avec l'opinion publique internationale et pour l'éclaircir sur le danger que pour toute l'Europe font courir l'existence d'un fascisme comme le fascisme portugais et d'un colonialisme en Afrique du Sud comme est le colonialisme portugais. Mais il y a un premier problème qu'on peut se poser, c'est que si vous n'avez pas de forme légale dans laquelle vous pouvez vous exprimer, il ne reste plus qu'une seule possibilité de choix, c'est la violence. Oui, ça nous l'avons toujours dit. Nous le reconnaissons dans nos textes, dans notre programme, même dans le rapport de la stratégie de notre mouvement. En effet, comme le gouvernement portugais ne joue pas le jeu démocratique. Pour revenir à cette crise, il y a un élément nouveau. On a l'impression que la crise est en train de diviser vos adversaires, non? Oui, ça c'est le problème le plus intéressant de la situation actuelle. C'est qu'il y a une division dans la classe dirigeante, il y a une division même dans l'armée. Par exemple, le cas de Spinola, le dernier tentative de coup d'État d'un autre général qui s'appelle Cousa d'Arriaga en décembre dernier, tout ça sont des symptômes très, très évidents du mal à l'aise qui existe dans l'armée portugaise, qui ne veut pas être
le bouc émissaire et le responsable d'une guerre dans laquelle elle, en effet, n'a pas de responsabilité. La théorie des chefs militaires, c'est de dire que la guerre est perdue, mais qui serait au gouvernement de trouver une solution politique. Et qu'il n'a pas trouvé, ils ont tenu depuis 13 ans, c'est beaucoup. Vous pensez que ça va évoluer comment? Bien, je pense que maintenant, c'est difficile de pouvoir, mais je pense que si les chefs d'état-major prennent une position nette en disant qu'il faut accorder en vitesse l'autodétermination aux peuples africains, s'ils disent que la guerre est perdue parce que l'armée portugaise n'a plus ou est en train de perdre sa supériorité militaire sur le terrain, alors c'est évident qu'on assiste au dernier moment de cette guerre coloniale. Ça me paraît évident. On assiste, comme au moment de la guerre d'Algérie, au dernier moment de la guerre d'Algérie pour la France. Alors ça va peut-être faire effondrer le régime. C'est ce qu'on pense. Mais pour vous, à l'heure actuelle encore, ce régime se caractérise par exemple par la répression, par exemple par une grande dureté. Oui, l'appareil de répression du gouvernement portugais, c'est intact. Ils ont fait d'énormément de prisons, une répression en tous les milieux, entre les étudiants, par exemple, terrible. Dans les milieux catholiques, par exemple, il y a énormément de prêtres maintenant en prison, dans les milieux socialistes, gauchistes, communistes, partout. Par exemple, vient d'être emprisonné et torturé d'une façon sauvage, leader révolutionnaire Palmenácio, mais aussi un catholique très connu au Portugal comme l'architecte António Pereira, des étudiants, des militants communistes partout. Les prisons sont vraiment pleines maintenant et on torture comme au pire de l'époque de Salazar. Puis c'est une répression que vous avez vous-même connue. Oui, j'ai été en effet emprisonné plusieurs fois et j'ai été déporté à l'île de Saint-Thomé, comme vous savez. Et ça se passe comment? Ça se passe très mal, comme dans tous des régimes policiers, comme dans tous les États totalitaires. Ça veut dire que les prisonniers n'ont aucun droit, ils sont traités comme des objets, ils souffrent quelquefois de la torture. Moi-même, j'ai été par exemple une fois 4 nuits et 3 jours sans dormir, interrogé en permanence, sans me laisser dormir. C'est ce qu'ils appellent la torture du sommeil, ou de la privation du sommeil, si vous voulez. Et vous êtes actuellement en exil? Oui, je suis en exil depuis 1970, forcé par le gouvernement de M. Caetano, qui m'a organisé un procès, m'accusant d'être un traître à la patrie. Au fond, parce que j'ai dit en 1970 ce que M. Spinola vient de dire maintenant, 4 ans après. Vous rejoignez en quelque sorte les déclarations de l'état-major portugais, alors, en tout cas sur la question coloniale. Oui, au moins sur le point que la guerre est perdue et qu'il faut négocier avec les mouvements nationalistes. Quelle est d'autre part l'attitude des démocraties occidentales par rapport au régime portugais? Bien, vous savez, il faut reconnaître qu'il y a une grande hypocrisie dans les milieux dirigeantes des démocraties occidentales. Parce que d'un côté, on condamne le colonialisme, le fascisme portugais, mais d'autre côté, les gouvernements font une cortine de silence sur ce qui se passe dans cette vieille dictature, qui est la plus vieille du monde, et aussi sur ce qui se passe dans les crimes qui se pratiquent tous les jours dans les colonies portugaises. Par exemple, en juillet dernier, on a fait la révélation du massacre au Mozambique. Ça a fait une commotion dans l'opinion publique mondiale. Mais nous savons qu'il existait des massacres depuis le commencement de la guerre et nous l'avons dit toujours et personne ne nous entendait. Alors, il y a les intérêts, il y a les affaires. Et on peut dire que toutes les grandes puissances gagnent beaucoup avec la guerre portugaise, la guerre coloniale portugaise, parce que c'est l'armée portugaise qui fait la guerre, ils sont eux qui font vraiment les affaires. Comment est-ce qu'elles pourraient faire pression, ces démocraties occidentales? Bien, ils avaient énormément de manières de le faire, mais il faut savoir que le Portugal ne produit pas des armes. Il ne fabrique pas des avions, ni des hélicoptères, ni les armes compliquées pour faire la guerre. Alors, s'il ne pourrait pas acheter les armes avec la facilité qu'il achète encore aujourd'hui, dans ces pays, c'est sûr qu'il ne pourrait pas continuer la guerre. Mais après, il y a le blocus économique, il y a des pressions diplomatiques, il y a toutes sortes de pressions qui a paralysé les condamnations de l'ONU
qui ont frappé tout le temps le gouvernement portugais que les gouvernements occidentaux à cause du veto en disant bien il ne faut pas aller tellement loin, etc. etc. C'est ça qui explique cette guerre depuis 13 ans. Pensez-vous qu'actuellement toutes les conditions sont réunies au Portugal pour un changement brutal de régime? Oui, je pense que nous rapprochons de ce moment. C'est ce que j'ai dit, le moment de la vérité va arriver. On ne peut pas tenir beaucoup plus. Je ne peux pas dire si c'est un mois, si c'est un an, mais ce que je dis, c'est que toutes les données de la situation sont maintenant mûres pour un changement brutal de structure et de régime. Et les changements vont être grands au Portugal parce qu'il faut restructurer toute la vie portugaise dans des bases complètement différentes pour, pour que le Portugal puisse subsister. Il faut nous rappeler que nous sommes un pays européen et que nous devons vivre comme les Européens avec les valeurs européennes.